Donc nous allons poursuivre toujours dans cette quête de savoir comment la peinture advient-elle. Voilà. Comment est-ce qu'un quelqu'un décide de devenir peintre, de faire des tableaux, de faire des sculptures, que sais-je. C'est toujours pour moi un grand mystère. Ça fait des années que je regarde l'art accroché dans les foires, dans les galeries, dans les ateliers. Et à chaque fois, pour moi, c'est une grande énigme. Moi qui n'en fais pas de la peinture, qui ne fais pas ces choses-là, je trouve toujours merveilleux que certaines personnes s'y consacrent en y allant corps et âme, probablement sans aucune assurance dans une société qui, elle, aime être bien assurée. On prend des voyages et on prend des assurances annulation au cas où. Je trouve que c'est une très belle aventure que de devenir artiste et de créer à partir de soi. Donc je trouve que voilà, on a l'incarnation ici, Julien, 45 ans, et peut-être toute une vie consacrée à l'art. La toute première question de présentation, c'est est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce qu'un gamin fait des beaux dessins, comme il y en a par exemple dans notre livre d'or, où cette fois-ci on a des dessins à profusion, pas seulement des démos intellectuelles, ce qui est souvent le cas. Cette fois-ci, c'est quelque chose de très spontané. C'est quelque chose qui viendrait peut-être du cœur et du ventre. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous présenter comment est-ce que dans ta vie tu es devenu à mettre des couleurs sur des tableaux? Bonjour à tous. Alors, donc, la question est difficile pour une première question. Comment j'en viens à faire de la peinture pratiquement tous les jours? Je pense que c'est un concours de circonstances, je dirais ça comme ça, et quelque chose du destin en fait qui fait que à chaque fois quelque chose se présente à moi et me donne, comment je dirais ça? En fait, quand j'étais petit, j'étais très mauvais à l'école, donc ça c'est écrit un petit peu partout. Maintenant, c'est plus un secret pour personne. Et donc j'avais un refuge dans la peinture que mes parents m'ont laissé exploiter, et c'était pour moi une façon de pouvoir exister malgré mes difficultés scolaires. Et du coup, je pense que c'est devenu quelque chose qui m'accompagne toujours dans les moments difficiles, etc. Quelque chose comme une amie qui est toujours présente. Et donc j'ai toujours peint sur le côté, et quand je suis adolescent enfin vers 18 ans, et ben du coup là c'est le destin qui prend le relais et qui fait en sorte que une rencontre en apporte une autre, et on me repropose de prendre un chevalet, une toile, des pinceaux, et de proposer pour la première fois de la peinture à vendre. Et ça marche du premier coup, donc du coup c'est parti comme ça. Voilà. Et donc du coup, c'est un métier qui est extrêmement compliqué parce que déjà c'est pas un vrai métier, j'ai envie de dire, parce que les rémunérations sont difficiles à obtenir. Et donc à chaque fois que j'essaye de m'extraire un petit peu de la peinture pour gagner ma vie, finalement la peinture vient toujours me rechercher à un moment donné pour me dire oui, mais moi il va falloir que tu fasses avec moi aussi. Voilà. Donc on cohabite comme ça depuis longtemps maintenant. Oui, peindre, c'est une passion au départ, mais il faut bien que l'on puisse vivre de ce qu'on fait, hein, de ce qu'on sait faire éventuellement. Hein. Et pour preuve des choses et de la difficulté et de l'engagement corps et âme d'un homme pour sa création, pour ce qu'il appelle intérieurement, sur un besoin impérieux, c'est que, par exemple, ici, c'est un lieu où on ne vend pas de la peinture, mais elle est quand même à vendre, si l'on souhaite. Voilà. Et bien, ici, tu as vendu 3 peintures. Voilà.
il y a 3 personnes qui ont voulu souhaiter partager leur vie avec un tableau à toi. Or, ici, il y a, même si ça fonctionne un peu dans quelque chose à mi-chemin entre une galerie d'art et un musée, voilà. Donc, il y a trois œuvres de vendues, alors que c'est une peinture éminemment heureuse, puissante, joyeuse et des choses comme ça. Par ailleurs, auparavant, tu as fait une exposition dans un lieu qui est un peu à côté, c'est-à-dire c'est un restaurant, mais un grand restaurant, pendant 3-4 mois, où il y a 300 couverts par jour, c'est ça? C'est ça. Voilà, 300 couverts par jour, et le patron du restaurant, le chef, a édité 4000 cartes postales qui ont ton numéro de portable dedans. Donc, il y a 4000 contacts possibles. Eh bien, il y a eu 0 vente. Donc, vous voyez combien il est difficile d'être peintre et de le demeurer. Alors, très souvent, on a vu même les plus grands maîtres qui devenaient professeurs d'art plastique, professeurs dans des écoles d'art. J'ai connu Passemin qui était professeur à Angers. Voilà, à Bordeaux, il y a eu des grands maîtres aussi. Voilà, à Paris, je crois que Debré était enseignant, César et tout ça. Donc, vous voyez, il faut bien combler les lacunes entre 2 expositions, entre 2 succès éventuellement. Il faut bien combler parce que rien n'est nivelé. Donc, je trouve qu'il y a là, de la part d'un artiste, dans l'occurrence de Julien, il y a quelque chose de romantique, quelque chose du héros de la création, même si on va pas t'encenser. Mais moi, à chaque fois, ça me donne quelque chose d'admiratif, hein, de quelqu'un qui fait comme ça. Et encore toi, tu as de la chance, on pourrait dire, puisque tu as une galerie à Paris qui te vend bien, hein, une galerie de grande qualité, qui a par ailleurs le bras long en Angleterre et aux États-Unis. Donc là aussi, tu as comme ça des points de chute intéressants. Ça reste un métier très, très compliqué. Bon, mais là, au lieu de parler d'art, on a parlé de métier, ce qui n'était pas forcément ce que vous vouliez entendre ici. Mais c'est du concret, c'est du réel. C'est-à-dire, l'art, ce n'est pas que des concepts, ce n'est pas quelque chose d'éthéré, c'est quelque chose au quotidien. Hein. Si on appelle parfois de l'art alimentaire, avec tout le sourire et tout l'humour qu'il faut y mettre, eh bien, c'est ça aussi. Hein. Bon, mais on peut revenir au commencement, c'est-à-dire à tes tableaux. Et pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas par que tu nous parles, par exemple, d'un tableau, celui que vous voyez là tous, hein, celui-ci, l'homme au bandeau. Est-ce que tu pourrais dire comment tu l'as fait ou comment qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, eh bien, en fait, comment je travaille, c'est ça? Comment je prépare les choses? Premièrement, je dirais que, parce que la question revient souvent, j'ai pas de dessin préparatoire, il n'y a pas quelque chose qui est réfléchi avant de commencer. Je sais juste que j'ai très envie de faire un 2 mètres par 2, par exemple, en l'occurrence, et j'aimerais bien en faire des encore plus grands que tout ce qu'on a ici. Et je me lance un petit peu à l'aveugle, pour faire un jeu de mots. Donc je commence par travailler un grand fond qui me permet de balayer le blanc tout de suite, parce que la toile arrive blanche, et donc le blanc c'est vraiment le truc à bannir d'abord. Enfin, il faut absolument supprimer la couche de blanc pour dire ça y est, c'est à moi, la toile est à moi, je m'engage dedans. Donc c'est la peur de la page blanche, quoi, on va dire. Et après je commence à construire des éléments. Donc par exemple sur celui-ci, je me suis dit donc c'est bien un portrait que j'ai envie de réaliser, qui est dans la série des portraits que je réalise sur les yeux bandés, où le regard est masqué pour donner à voir quelque chose d'autre. Donc du coup, je pars sur l'idée que je fais un portrait, donc je vais commencer à tracer le visage et le buste, et après, en fait, tout ce que je vais construire autour, je vais le construire élément par élément, et en fait, je pose un élément, je prends du recul,
je réfléchis et je me dis qu'est-ce qui se passe après. En fait, dans tous mes tableaux, c'est toujours vraiment ça qui se passe, c'est l'idée de qu'est-ce qui se passe maintenant. Donc je pose un personnage, je pose une fleur, je pose un nuage, et je me dis, et après, qu'est-ce qui se passe dans le tableau? Donc c'est une histoire de narration entre moi et la toile. Et donc j'y vais, je reviens, je retourne, j'enlève, je recommence, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les choses s'équilibrent et que j'y trouve une forme qui me convient, voilà, de narration. Il y a la narration qui est le personnage, en quelque sorte le dessin, et il y a ensuite toute la délicatesse dans la composition colorée. Comment est-ce que ça s'harmonise les couleurs? Comment est-ce qu'on a des pleins et des vides? Alors, deux questions. Comment ça s'harmonise les couleurs? Je dirais que c'est un petit peu d'instinct ou avec l'habitude. On sait, après, il y a des couleurs, on sait qu'elles vont ensemble, il y a des couleurs, on sait qu'elles vont pas ensemble. Des fois, j'aime beaucoup justement travailler celles qui vont pas ensemble pour voir justement où est-ce que ça fait une friction et où est-ce que ça dérange l'œil, où ça fait une vibration un petit peu comme dans la musique. Il y a il y a des notes qui sont pas loin l'une de l'autre et du coup, à un moment donné, à l'oreille, il se passe quelque chose d'autre qui est de l'ordre qui n'existe pas musicalement, mais il se crée quelque chose. Et je pense qu'en peinture, en couleur, en tout cas, entre deux couleurs qui sont contradictoires et avec quelque chose d'assez proche, il se passe quelque chose à l'œil qui vibre et qui emmène à voir autre chose. Donc ça, c'est une première chose. Et après, au niveau des blancs, oui, enfin des vides, les vides et les pleins, hyper important. Moi qui suis vraiment, je pense, dans une recherche de, comment on appelle ça, composition, j'aime beaucoup la composition. Du coup, les vides et les pleins, ça se travaille justement en posant un élément, en posant un deuxième, en prenant du recul, en se disant comment je fais maintenant, est-ce que ça respire, est-ce que c'est vivant, voilà. Donc, si je comprends bien, tu cherches dans les harmonies de couleurs à la fois l'harmonie et en même temps, tu aimes bien, à un moment donné, tenter la disharmonie. Et jusqu'à quel niveau tu acceptes que ce soit une tension ou une coloration haute? Jusqu'à quel point? J'ai envie de dire que dans mon travail de plus en plus, je vais essayer de me forcer à aller justement à casser le code ou à casser ce qui serait convenable au regard de moi ou d'un lecteur, enfin de quelqu'un qui regarde le tableau. Donc du coup, je dirais que je devrais ne plus avoir de limites ou de moins en moins, voilà, pour aller au bout, quoi, et essayer de faire... ce qui est important, je trouve, c'est d'essayer de faire des choses plutôt que de réussir à faire des choses ou faire des choses qui sont nickel. Ça m'intéresse plus d'essayer de faire des choses. Tu as parlé de composition, de musique. Bon, Kandinsky faisait sa peinture toujours par rapport à l'idée de musique. Hein. Est-ce que, et tu as parlé du plein et du vide, la musique s'entend par rapport au silence. Hein. Donc, tu es là toujours dans cette espèce de correspondance baudelairienne entre les différents arts. Et que, est-ce que la musique est pour toi source d'inspiration au niveau spatial ou pas? Alors, la musique est hyper importante pour moi dans mon travail, c'est-à-dire que l'atelier est jamais en silence. Il y a toujours, je travaille toujours en musique. Et après, mon rapport à la musique dans la peinture, oui, je fais aussi de la musique un petit peu expérimentale avec des amis. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans la musique, c'est que les choses commencent d'une façon, et en fait, il y a plein de moments où il est possible de transformer les choses pour arriver à la fin à quelque chose d'autre. Donc, il y a un vrai mouvement dans la musique qui est possible. Et j'ai toujours compris et su que dans la peinture, le mouvement, il n'existait pas. Enfin, physiquement, il n'y a pas de mouvement dans la peinture. C'est un tableau, c'est figé. Donc, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on génère un mouvement dans quelque chose qui est sans mouvement? Voilà, c'est une question que j'aime bien, qui m'anime souvent. Et du coup, dans mes recherches de position de personnages et de personnages qui sortent du tableau, d'autres qui rentrent, etc., il y a bien cette recherche du mouvement dans le statique.
Oui, tu m'avais dit que cette idée-là se concrétise par exemple dans un tableau qui est ici présent, derrière nous, le personnage qui se lève de la chaise et donc on présuppose qu'il a été assis, hein, et qu'il s'est levé à telle enseigne qu'il est déjà presque hors champ, hein, un peu comme au cinéma. Donc voilà une idée. Comment est-ce que Julien fait son cinéma et il arrive à nous le rendre, voilà, qu'on puisse le visualiser, hein. Il y a certains personnages qui sont campés et assis, mais celui-là, en l'occurrence, entre la chaise et l'homme qui s'en va, il y a, on voit bien la visualisation du mouvement, hein. C'est toujours très complexe de, de parler en art, enfin de faire voir le mouvement, ou alors le mouvement arrêté, c'est toujours assez complexe. Alors, pour parler de cette exposition, Julien, on pourrait d'abord passer en revue un peu les thèmes que tu abordes ici. Les personnages, les paysages, les bords de mer, là-bas une vue urbaine, euh, voilà. Est-ce que tu peux nous balayer un peu les thèmes actuels de l'exposition, voir que tu commences par le commencement de ta peinture à Paris, voilà. Oui, en repartant de Paris, je vois où tu veux aller. Donc du coup, quand je commence à peindre vraiment de façon professionnelle, on va dire, même si voilà, j'habite à Paris et donc du coup, je commence à travailler avec une première galerie parisienne. Et donc du coup, étant parisien à 20 ans, mon inspiration, elle est dans la rue, les immeubles, les voitures. Donc du coup, je travaille beaucoup des scènes de rue avec des voitures qui filent hyper vite et dans des ambiances de noir, de gris, d'ocre, voilà. Et pas du tout de couloir, ou alors c'est juste le rouge des feux arrière de voiture. Donc ça, c'est mon début de... Mes premiers tableaux sont comme ça. Et puis, en partant de Paris, j'arrive ici en Charente-Maritime, et force est de constater que ça va pas pouvoir... Enfin, j'ai plus d'intérêt à faire des rues bouchées parisiennes, vu que je suis plus à Paris. Donc la couleur s'invite, et donc du coup, les nouveaux thèmes. Donc j'ai toujours un rapport à l'architecture que j'aime beaucoup, donc j'ai toujours des séries de maisons avec de la perspective que j'aime bien fausser au passage. Ensuite, j'ai le thème de la plage qui s'invite et que j'aime beaucoup, plages qui sont toujours en relation avec la côte sauvage. Voilà, je vais à la côte sauvage, je prends des photos, je rentre à l'atelier, je pose le décor et j'invite mon imaginaire à voir qu'est-ce qui se passe sur cette plage et tout ça. Et donc les portraits qui s'invitent plus tard dans mon travail parce que je sais pas, au début, ça me semblait impossible de mettre des gens sur des tableaux, enfin très loin de moi en tout cas. Et plus ça va, plus il y en a. Et je pense que maintenant, c'est pratiquement 80% de mon travail est avec de la présence humaine. Voilà. Le chien, oui, ouais. Le chien, les oiseaux, le chat, des fois aussi qui se promène. Il y a un chat noir qui se promène sur certains tableaux. Il y a quelques jours, ou il y a un mois, tu es allé à Paris et tu m'as envoyé quelques images, je ne sais pas si on peut en parler de ça, mais tu m'as envoyé quelques images après ta visite du musée d'Orsay, hein, et je t'ai demandé ce que tu es allé voir et ce qui t'a intéressé. Alors tu m'as dit que cette fois-ci, c'est la salle des orientalistes qui t'a intéressé particulièrement, évidemment la couleur probablement, l'exotisme de l'époque. Et puis, de l'autre côté, tu m'as dit ce qui t'intéressait, c'était les personnages, et en particulier les personnages en gros plan. Oui, ouais, c'est ça. Donc, dans l'aile droite, là, quand on rentre à Orsay, sur tout le long, il y a les orientalistes. Et en fait, je pense que c'était la première fois déjà, c'était la première fois depuis longtemps que j'étais pas allé à Orsay. Je vais toujours au Louvre, mais en fait, bon, finalement, voilà, c'est fait. Orsay, je m'étais dit, ah oui, vas-y, ça fait longtemps. Et donc, du coup, c'est les orientalistes, oui, que j'ai trouvé incroyable dans la couleur. Effectivement, les ciels sont impressionnants, les personnages sont magnifiques, et je trouve que justement, oui, dans cette série-là, il y a vraiment la présence humaine est en très gros plan. Les tableaux sont très grands, il y a vraiment une volonté de montrer des choses. Et les drapés, les corps dénudés,
les animaux qui sont toujours présents, il y a toujours des animaux qui se promènent. Je sais pas, oui, ça m'a beaucoup inspiré et donc du coup c'est le début du travail qui vient à l'atelier, qui va être, à mon avis, sympa. Donc, tu mets à exécution Directement. l'émotion que tu as eue à ce moment-là. Et pour continuer à partager de l'intime, à un moment donné, je t'ai dit, est-ce que tu connais le combat avec l'ange de la croix à l'église Sainte, Saint-Sulpice? Merci, voilà. Alors, c'est là que l'on voit que notre Julien est un autodidacte. Hein. Je ne pense pas t'embêter en disant il ne le connaissait pas. Hein. Donc, je trouve cela merveilleux. Hein. Un artiste qui, à notre époque, ne connaît pas cette œuvre qui, pour moi, est évidemment au Panthéon, hein. À la fois par la taille, à la fois par le sujet, à la fois par la symbolique, et des choses comme ça. Et donc, et là, j'aimerais aborder avec toi quelque chose qui est ton côté autodidacte. Alors, je vous rassure tout de suite, il est bardé de diplômes, hein, mais pas le bon en ce qui concerne l'art, hein, c'est-à-dire il n'a pas fait les beaux-arts. Mais dans ma vie de galeriste, j'ai souvent exposé des artistes qui sont autodidactes ou semi-autodidactes. Et j'avoue avoir un très grand faible pour eux, parce que, ah oui, c'est le gamin qui a réussi à passer sans trop de casse l'adolescence et qui n'a pas été cassé par le fait qu'à 7 ans, il a commencé à dessiner un cheval avec un calque, c'est-à-dire un cheval comme il faut, alors qu'auparavant, il le faisait de façon instinctive. Donc, je trouve que la préservation du monde de l'enfance à l'âge adulte est merveilleux. Et puis, n'ayant pas fait les beaux-arts, je pense que ça induit probablement quelque chose dans la création. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous parler de... Je n'ai rien contre, évidemment, ceux qui ont fait les beaux-arts et qui mettent de l'intellectualité plus dans la travail, évidemment. Hein. Mais j'avoue, ce côté autodidacte, spontané, qui aboutit souvent à la brute, mais pas forcément. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a été ta formation et est-ce que comment tu te situes par rapport à ces études aux Beaux-Arts ou pas? Parce que tu as appris à peindre, évidemment. Non? Dur. Je sais, mais ouais. tu le fais à ta façon. Oui, je le fais à ma façon. Donc les Beaux-Arts, oui, effectivement, non pas les Beaux-Arts, même si ça m'a été proposé à un moment donné. Je sais pas, j'avais pas une aversion pour les Beaux-Arts, mais il y avait, je connais des gens qui sont allés aux Beaux-Arts et j'ai bien vu qu'il en découlait quelque chose qui m'intéressait pas du tout, d'une attitude à avoir ou de quelque chose. Et puis de toute façon, moi, oui, c'est ça. Mes études, c'est plutôt artisanat d'art pour le coup, quand même, mais qu'est-ce que je peux dire? De l'histoire de l'art, en fait, moi j'ai appris l'histoire de l'art, mais de la préhistoire jusqu'aux colonnes grecques antiques. Donc je suis assez calé là-dessus, mais après sur l'histoire de l'art contemporaine et l'art, enfin les tableaux, etc., effectivement, j'ai peu de notions. Et ce que ça m'apporterait, je pense, si j'essaie de faire une volute sur moi-même, c'est que je suis pas stressé à l'idée d'essayer de ne pas ressembler à quelque chose. Voilà, je dirais ça comme ça. En fait, du coup, je sais que quand je discute avec les gens, et je discute avec beaucoup de monde, les gens me disent « Ah, ça me fait penser à Matisse, ça me fait penser à Gauguin, ça me fait penser à ceci, oh, je vois du Van Gogh, je vois du… » Et en fait, du coup, ben, je me dis ben, « Oui, bien sûr que… » En fait, je pense que je suis nourri, comme on est tous nourris, ce que je disais déjà la dernière fois, en fait, on est tous nourris inconsciemment de tous ces tableaux qui nous ont bercés, entre guillemets. Donc, ils sont à l'intérieur de moi et inconsciemment, ils ressortent à des endroits sans que je cherche à les instaurer ou à les installer. Et pour autant, je ne m'interdis pas non plus de me dire, bah oui, bah, si ça ressemble à du Van Gogh ou à du Matisse, bah, soit, peu importe. Donc oui, voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus par rapport à ça. À la limite, quand tu te parlais, je disais oui, par rapport aux Beaux-Arts et tout ça, ben, moi je m'en fiche un peu, enfin je me sens
à côté de ça, pas de problème. Au fait, tu campes ta position tout à fait naturellement et que, voilà, tu n'as pas un rapport polémique. Hein. Non. Tu es dans ta position. C'est ça qui te permet de tenir debout, hein, et de créer des tableaux. Hein. C'est ton envie. Et c'est à nous de savoir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas, si nous trouvons un aliment à la fois émotionnel ou intellectuel. Évidemment, les gens me parlent aussi souvent de Matisse, mais de Gauguin, voilà, oui, évidemment. Ça veut dire que tu les as vus, hein, oui. Tu les as vus et tu les as pas étudiés, mais tu les as voilà, ingérés, et tu en as fait à ta façon. Même le grand Picasso, il n'a rien inventé, hein, voilà, il n'a pas inventé un nouveau thème, mais il les a digérés à sa façon, et il en a fait quelque chose de personnel. Ben écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de choses là. On pourrait, oui, on pourrait demander, voilà, vous avez des questions? On va vous passer un micro. Hein. Merci. Voilà, je me présente, Rémi. J'aurais voulu savoir quelle musique accompagne vos tableaux. C'est vaste comme sujet, beaucoup de choses. De par ma génération, j'ai été vraiment bercé à tout ce qui est musique disco des années 80, 70-80. Donc du coup, naturellement, je suis parti dans la musique électronique, pas mal. Et après, j'aime beaucoup tout ce qui est rock alternatif, justement des années 80-90. En tout cas, des choses plutôt très actuelles. Oui. Je ne suis pas du tout musique classique ou des choses comme ça. Bonjour, je m'appelle Florence. J'ai deux questions. La première, pourquoi ces personnages aveugles dont le cerveau est mélangé soit au ciel ou par un bandeau, parce que c'est quand même le siège des sensations et de l'intellect. Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi des toiles aussi grandes? Systématiquement, elles sont immenses. Donc, dans ce cadre, je trouve que c'est très bien, parce qu'il y a la hauteur de plafond, il y a les murs blancs, et ce n'est pas toujours évident de mettre un tableau de cette taille chez soi, ou alors il faut rien autour. Voilà, ils sont très présents. Et puis, je dois dire que j'adore ces couleurs, je trouve ça magnifique. Voilà. Merci. Je le reprends dans l'autre sens. Pourquoi les tableaux si grands? Eh ben, parce que j'adore pouvoir faire des grands coups de pinceau, j'adore remplir des espaces et que, en fait, quand je travaille grand, je suis immergé dans le tableau. En fait, là, on a du recul quand on les regarde, mais moi, quand je le travaille, je suis devant et en fait, du coup, je pense que je suis dedans, littéralement. Ça, c'est une certitude et c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai une vraie envie de travailler encore plus grand que ça. Donc ça, c'est quelque chose. Après, je sais, pour avoir discuté avec d'autres artistes et d'autres galeristes, que dans la peinture contemporaine, il y a un vrai rapport au grand tableau parce que ça apporte quelque chose pas du sensationnel, mais tout de suite en grand, on se le prend dans la gueule, quoi. Donc, vous pourriez faire des fresques plutôt. Oui, je pourrais faire des fresques aussi, c'est vrai. C'est vrai, je pourrais. Les personnages avec les bandeaux ou avec sans cerveau, je oui, veux dire, oui. visuellement. C'est ça. Il y a beaucoup d'artistes qui sont partis dans l'art urbain, dans le graphe et tout ça, et qui ont réinventé le graphe en faisant. Enfin, ils sont allés au-delà du graffiti et puis ils proposent maintenant de la vraie peinture sur des murs de HLM. C'est finalement un immense tableau au vu de tout le monde, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Et après, par rapport à la deuxième question, donc, pourquoi les yeux bandés? Alors, c'est vraiment, ça fait 2 ans que je travaille sur ce sujet-là. Le point de départ, je pense que, parce qu'à force d'y penser, même moi, je comprends des choses. En fait, le premier rapport, c'est que quand je faisais des portraits, enfin j'en fais toujours, mais quand je fais des portraits avec les yeux visibles, en fait, les gens qui regardent mon travail se disent, et même moi, je me dis, c'est qui, quelle référence, et en fait, on le regarde dans les yeux et du
coup, on regarde, on essaye de comprendre qui est cette personne. Et puis j'ai fait des tests à masquer les yeux, et en fait, en masquant les yeux, je me rends compte que il y a une énigme qui s'installe sur qui c'est. Donc déjà, j'aime bien, parce que dans mon idée de donner du mouvement, ben ça y est, là j'ai un mouvement, parce qu'on ne sait plus trop ce qui se passe. Et en plus, ça donne à regarder ce qui se passe autour. Et donc du coup, dans mon travail de tous ces tableaux-là, en fait, j'emmène des éléments autour, et finalement, donc les yeux sont toujours peints au départ. Et après, parce que j'aime bien l'idée de le voir moi, il doit y avoir quelque chose de psychologique là, il va falloir que j'aille regarder. Et après, en fait, hop, je voile les yeux. Et en fait, quand on voile les yeux, et bien, tout de suite, le tableau prend une autre dimension. On lit tout ce qui se passe autour. Et les personnages sont souvent des hommes. Je n'ai pas vu de femmes. Ouais, alors ça, je ne saurais pas vous. Il y a quelques femmes, mais c'est vrai que c'est derrière. Oui. Ouais, derrière. Oui, il y en a. Derrière. Mais c'est vrai que c'est plus souvent des hommes. C'est un homme. C'est un homme, oui. Ah, derrière. Ouais. Bon, voilà. Il y a un regard, il y a l'absence de regard de l'autre qui, on peut le deviner sur le mur dans le tableau qui est là-bas. Celui-là, vous ne l'avez pas peint, vous l'avez peint extérieurement. Oui, ouais. Là, c'est dans un autre travail, donc ça, c'est un travail que je fais depuis longtemps, pour le coup, c'est de couper les tableaux à un endroit stratégique. Donc là, c'est stratégique, oui, stratégique pour toujours donner du rythme, un rythme ou une énigme, quelque chose qui n'est pas là, et donc quelque part, ça emmène les gens, et même moi, à se dire, alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que c'est passé. Donc là, c'est le cas. Sur celui dont parlait Fausto tout à l'heure, il ne pouvait pas rester, c'est la même idée, c'est de couper à un endroit pour qu'en fait, je pense que notre cerveau, il le connaît, le visage en entier. J'imagine, enfin, je crois que j'avais déjà vu passer quelque chose sur ça, que quand on coupe un morceau du visage, le cerveau, c'était par rapport au Covid, le masque, les gens reconstruisent le visage en entier. Donc du coup, il y a bien quelque chose. On peut en faire une femme. Oui, si vous voulez. Oui, elle n'est pas loin. Moi, j'ai cru que c'était une femme. D'accord. Par rapport à la taille, excusez-moi, par rapport à la taille des tableaux, deux choses. Je lui ai demandé expressément s'il pouvait faire des grands tableaux. Celui-ci était déjà fait, mais celui-là, il l'a fait entre-temps, et la grande page aussi. Donc, ce lieu appelle vraiment le grand format. Et je voulais, comme je ne connaissais pas encore très bien ce lieu, je voulais éprouver l'idée de faire des expositions avec peu de tableaux et de très très grand format. Et on s'est rendu compte que ça l'accepte. Auparavant, l'exposition précédente, il y avait un tableau de 2 mètres par 2 à cette place-ci, et il y avait sous les côtés encore un tableau de 1,20 m par 1,20 m, et ici aussi. Cette fois-ci, Julien le rejette. C'est-à-dire que ces tableaux à lui sont tellement puissants qu'il a pris la place de 3 tableaux. Et puis ensuite, nous avons des maisons de taille moyenne. Il y a bien des musées qui ont des espaces exceptionnels, des gens qui possèdent des maisons très grandes. Voilà. Donc, nous ne sommes pas tous sur le même pied d'égalité. Et c'est vrai que ce n'est pas nouveau, même si les artistes actuels font des très grands formats, ce n'est pas nouveau. Les artistes au XIXe siècle, lorsqu'ils concouraient pour le salon, ils faisaient souvent des grands formats, très grands formats, ou alors lorsqu'ils avaient des commandes. Au Louvre, vous voyez des tableaux, les noces de Cana, je ne sais pas combien de mètres ils ont. Voilà. Mais bon. Les prix sont en fonction. Oui. Oui. Madame, vous avez votre micro, vous pouvez poser la question, et ensuite vous. Oui. Bonjour. Première question technique. J'ai remarqué que certaines toiles, c'était peinture sur technique mixte sur toile, et d'autres papiers marouflés sur toile. Oui. Donc, est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce qu'il y a une raison? Et est-ce que ça implique, on ne peint pas sur papier comme on peint sur une toile? Et j'ai une deuxième question. Comment vous arrivent les motifs? Parce que vous avez expliqué que vous mettiez le visage en premier, et en fait, au final, puisque vous les masquez, d'une certaine manière, le sujet n'est plus forcément le portrait.
comment viennent les motifs, comment viennent-ils se conjuguer avec le visage. Voilà. Est-ce que c'est motifs décoratifs ou est-ce que c'est des réminiscences, des souvenirs? Enfin, comment ça se joue? Merci. Merci. Par rapport aux motifs, comment se jouent les motifs? En fait, c'est là où c'est mon quotidien qui me donne la clé, c'est-à-dire qu'en fait, je vis et je croise des gens, je croise des situations et il va y avoir une robe avec des motifs, il va y avoir un foulard ou il va y avoir une chemise ou quelqu'un à un bar qui dans une posture, etc., etc. Donc je suis très à l'affût de tout ça et soit je prends des photos, soit j'écris, j'ai un carnet où j'écris, donc je dessine très peu dans mon carnet et j'écris beaucoup, donc j'écris je décris un petit peu la scène. Donc c'est une personne avec un foulard et le foulard il est orange avec des motifs bleus, etc. Et donc du coup je le répercute après dans les tableaux. Donc les motifs ils rentrent comme ça. Le motif de nuage est arrivé un jour par hasard où je me disais que j'avais envie de faire des nuages et j'ai commencé à réfléchir à cette forme-là. Et du coup, lui, c'est pas compliqué, je l'invite à chaque tableau maintenant. Voilà. Donc voilà, et après la deuxième question c'était par rapport au papier. Et donc effectivement, oui, je travaille soit sur toile, soit sur papier. Pourquoi, quelle est la différence? La différence, c'est que sur papier, c'est beaucoup plus instinctif, entre guillemets, c'est-à-dire que sur la toile, je peux reprendre et remettre des couches par-dessus sans que la couche d'en dessous se lise, alors que sur papier, il y a quelque chose de beaucoup plus d'un seul jet, quoi. C'est-à-dire que tout ça, en fait, si je remets quelque chose par-dessus, ça se voit. Donc c'est plus, je sais pas, c'est plus instinctif, on va dire. Et après, maroufler sur bois, ben ça c'est juste pour pouvoir le présenter là en exposition, parce que sinon c'est des grandes feuilles volantes et des cadres sont trop grands, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Mais je me suis posé la question longtemps de comment est-ce que j'allais pouvoir présenter mes papiers. Et donc du coup ça s'est décanté là pour cette exposition, parce que Fausto me dit oui j'aime beaucoup tout ça, il faudrait qu'on les ait, et donc force a été pour moi de trouver une solution pour pouvoir les présenter. Voilà. Donc maroufler sur bois. C'est un côté un peu old school en plus que j'aime bien. Voilà. Oui, je rebondis là-dessus parce que par rapport à la taille des tableaux, je n'avais pas remarqué qu'il y en avait de marouflage. Est-ce que les grands tableaux sont forcément dans cette catégorie-là ou est-ce que vous commandez des toiles de cette dimension-là? Ou est-ce que c'est vous qui les préparez? Une question très pratique. Oui. Donc par rapport aux toiles, j'ai deux façons de travailler. En fait, j'ai donc mon galeriste parisien Olivier Watman qui a une galerie où il vend pas mal à l'étranger. Donc du coup, ce qu'ils font quand ils vendent à l'étranger, donc c'est très pratique, hein, tout ce qu'on parle là, c'est qu'ils déchassent la toile. Ils la roulent, ils la mettent dans un tube et elle part à l'étranger dans un tube pour que ce soit moins cher et en plus beaucoup plus sécurisant parce que le tube, il ne peut rien lui arriver en gros, hein, à part de le perdre. Et donc une fois que ça arrive à l'étranger, c'est remonté sur un châssis là-bas et livré chez les gens. Donc du coup, à la galerie à Paris, ils se retrouvent avec beaucoup de châssis vides. Et donc du coup, les artistes, nous, on récupère les châssis. Donc du coup, je me retrouve avec des grands châssis comme ça, je tends dessus et je travaille. Et après, mon autre façon de travailler, c'est que je tends, le plus souvent c'est ce que je fais, c'est que je tends la toile direct, j'achète des rouleaux de toile et je tends directement sur le mur. Et du coup, je peins dessus et après, je détermine le format et je fais faire des formats sur mesure. J'ai un ami dans les Pyrénées qui me fait ça. Bonjour, Julie. Donc j'avais deux questions. D'abord, je voulais savoir si vous accueillez parfois votre atelier à Saint-Brély-des-Bois. Nous, on habite pas loin de chez vous, on est près de Saintes. Okay. Voilà. Et aussi la deuxième question, je rejoins la dame concernant la taille. Bien sûr, moi, si je pouvais, je prendrais des grandes tailles parce que je les trouve vraiment magnifiques. Mais plus pour une question de budget, je voulais savoir si vous faisiez des tailles même plus petites que celles qui sont les plus petites ici pour justement faire un premier achat de vos œuvres. Voilà, je voulais savoir si vous auriez des plus petites. Alors, est-ce que l'atelier est ouvert? Oui, l'atelier est ouvert toujours. Il
faut juste m'appeler pour que j'y sois. Mais voilà. Et après, par rapport aux tailles, c'est le jeu avec les gens avec qui je travaille, c'est que vraiment j'ai du mal à travailler petit. C'est vraiment un exercice qui est très difficile. Donc j'ai très peu de petits tableaux, voilà. Et en plus, oui, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il y a des lithographies, on me dit. On me souffle une réponse pas mal. On peut faire des lithographies. Oui, moi je suis assez intriguée par cette toile-là, dont le geste pictural est très différent. Et je voulais en savoir un petit peu plus sur cette toile, sur le sujet et sur le geste, sur la technique. Alors le sujet c'est la plage, donc c'est toujours sur un fond de côte sauvage. Donc la plage, c'est un travail que je fais depuis au moins 15 ans et que j'avais laissé sur le côté depuis au moins 2-3 ans parce que j'étais parti sur ces portraits-là et tout ça. Et donc l'invitation à venir exposer à Royan réactive cette idée de faire des plages, pourquoi pas après tout. Et du coup, je suis retourné dedans, mais comme je les ai déjà beaucoup travaillés de plein de façons différentes, je me suis dit, il faudrait que je me réinvente dans les plages. Enfin, j'aime toujours me réinventer dans ma peinture continuellement. Et du coup, donc les circonstances, c'est l'exposition à Royan. Et puis en septembre, on m'a prêté un très grand atelier qui fait 700 mètres carrés, qui est tout en béton, qui ne craint absolument rien. Et donc j'ai commencé à travailler depuis septembre jusqu'à janvier-février dans cet espace où je pouvais donc faire des très grands tableaux. Et puis en plus, zéro contrainte de mettre de la peinture partout, de mettre la musique à fond, parce qu'il n'y a pas de voisins. Enfin bon, du coup, c'est devenu un espace hyper ouvert. Et du coup, cette plage est le résultat de ces 6 mois, on va dire, de travail, où en fait, je me suis dit, eh ben, je vais la travailler Donc, je me mets une contrainte qui est 2 passes maximum. Donc, je vais travailler dessus que 2 fois. Donc, les sessions sont quand même longues, mais l'idée, c'était de vraiment jeter la peinture avec des grosses paletaires, des gros pots de peinture et d'y aller, paf, voilà. Et du coup, on sort ce tableau, celui qui est de l'autre côté dans l'entrée, et les tableaux partent ici pour l'exposition. Et je me dis, ah, ça y est, je viens de m'ouvrir une nouvelle porte. Voilà. Et donc, du coup, dans ce tableau-là, il y avait déjà dans d'autres, mais il y a bien l'idée d'essayer de faire de la figuration à partir de formes qui sont non figuratives. Donc, de donner à voir quelque chose de figuratif. Donc là, on est bien sûr quelqu'un peut-être qui est sur une plage avec du bazar, des parasols, du truc et tout ça. Et en dehors du parasol, toutes les formes sont suggérées et pas figuratives. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais rebondir un peu sur cette toile au niveau de la plage. J'ai été séduite par cette plage parce qu'en fait, il faut se mettre assez loin parce que vos œuvres sont très grandes et on n'a pas forcément le recul nécessaire, mais vous avez la possibilité d'exposer ici, c'est quand même formidable. Et quand on regarde cette plage, moi j'ai vu le vent qui passait. J'ai vu le vent qui passait, vous voyez, dans le parasol. Enfin, j'ai trouvé que c'était extrêmement vivant. Alors après, on vous a peut-être posé la question, désolée d'être arrivée à ce moment-ci. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément interpellée, je n'ai pas fait de recherche particulière. Pourquoi vous masquez les yeux des hommes? J'ai répondu tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est pour, je l'ai fait plus rapidement pour tout le monde, c'est pour ne pas focaliser sur le regard et donc se demander qui est cette personne, est-ce que je la connais, etc. Et puis donner à voir l'ensemble du tableau. Pousser le regard à regarder autour. Et donc, du coup, c'est fait un paysage interne. C'est des tableaux que vous avez fait là-bas, vous voyez. Alors, c'est les années un peu 60, on va dire. C'est 50. 50, c'est les États-Unis. C'est Miami. Miami. Et en fait, ces femmes qui sont suggérées, là, c'est superbe, superbe. Eh bien, merci. Donc, pour l'anecdote, en fait, c'est un tableau que j'ai fait, je ne sais plus la date, mais il y a quelques années, quand j'étais en résidence aux États-Unis à Miami. Et donc, c'est des femmes qui courent sur la plage en maillot de bain. Et en fait, c'est une carte postale des années 50 qui servait de
d'attrait touristique pour Miami, qui était une ville qui venait d'être construite. Et donc, ils distribuaient ça, ils mettaient ça dans les magazines partout aux États-Unis pour que les Américains aillent en vacances à Miami. Voilà, ça m'a fait marrer. Donc, du coup, je me suis dit, allez, après, ils ont bien marché Miami, oui. Êtes-vous allé dans les Caraïbes ou au Brésil? Parce que je trouve que les couleurs qu'on ça fait penser à ce paysage et à ces couleurs. Les Caraïbes, oui, j'y suis allé. L'Amérique du Sud, non, pas encore. C'est un sujet voilà, que j'ai avec moi-même, que j'aimerais bien partir en Amérique du Sud pour travailler et exposer. Ouais. Ouais. Julien, aussi, vous avez parlé de fiction, de contraste subtil dans vos tableaux. Je remarque aussi des passages de la vie un peu transparents. Est-ce que c'est quelque chose de récent dans vos tableaux que vous commencez à explorer? Est-ce que vous allez pousser ça un peu plus loin? Parce que c'est très intéressant. Enfin, ça fait aussi un contraste avec les blocs de couleurs. Donc, c'est intéressant d'avoir de la juxtaposition dans un même tableau. C'est très intéressant. Oui, c'est un peu nouveau. C'est lié au papier que j'utilise, en fait, qui me permet justement En fait, il a un côté... donc là, c'est pareil, hein, c'est très technique, mais c'est un papier qui a un côté un peu buvard. Et donc, du coup, dès que je le travaille en glacis, il fuse comme ça. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, par mes études de peinture déco et tout ça, on utilisait beaucoup le glacis, le lavis, donc du coup c'est quelque chose qui est resté. Mais là, oui, typiquement dans les dernières plages et tout, c'est complètement en eau et oui, j'aime beaucoup et je pars à fond là-dedans. S'il n'y a pas d'autres questions, nous sommes ici réunis presque depuis 1 heure, donc on pourrait clore cette conférence avec Julien. D'abord, le remercier d'être présent, d'essayer de nous faire entrevoir comment il travaille, comment son émotion se traduit ensuite en acte pictural. Je voulais juste finaliser par un souvenir personnel, c'est que j'ai l'impression de retrouver avec Julien Grizzly une certaine émotion vécue dans les années 85, quelque chose comme ça, à l'époque où la figuration libre s'impose en France. J'ai l'impression de retrouver un élan que la figuration peut apporter. Il me semble qu'après des décennies d'art dans tous les sens, il me semble que cette figuration-là apporte quelque chose de novateur. À l'époque, c'était au niveau européen, c'est la figuration italienne, allemande, les fauves, les néo-fauves. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est un renouveau de la figuration qui se traduit au niveau mondial. Voilà. J'ai pu repérer quelques artistes qui sont américains, africains, et qui sont brésiliens, qui viennent un peu partout dans le monde. Et donc, ça me semble très revigorant et en tout cas prometteur qu'au fait, ce vieux médium de la peinture n'est pas mort, qu'à chaque fois, il suffit qu'il y ait un être humain qui apporte quelque chose de neuf, ou alors un mouvement qu'on puisse bien repérer, qu'on puisse bien l'accepter. Et il me semble que, en tout cas, en voyant l'atelier de Julien, j'ai eu un désir violent véritablement de l'exposer. Et j'en suis très heureux et je le remercie d'apporter de la jeunesse dans l'art et dans ce centre. Merci beaucoup. Merci à toi.